Le témoignage que vous allez entendre et que nous avons traduit en français est celui d'un homme qui l'a posté sur 4chan en 2019. C'est l'histoire d'un chauffeur garde du corps devenu homme à tout faire de Jeffrey Epstein. Un témoignage semblable à ceux publiés récemment dans les dossiers Epstein, mais dont les fact-checkers, les pseudo-fact-checkers, nous expliquent qu'ils sont évidemment faux. Comme ils nous ont expliqué que les dossiers pédocriminels liés à l'élite mondiale n'existaient pas jusqu'à la publication des dossiers Epstein. Ce témoignage direct vous donnera un aperçu des méthodes employées par Epstein, des méthodes employées pour que le silence perdure à jamais. Il était temps que ça s'arrête, et c'est pas faute de vous avoir prévenu. Je vais me suicider demain. J'envoie également 3 paquets contenant des copies d'informations aux médias. Un à CNN, un à MSNBC et un à Fox News. Vous devrez tous voir lequel dit la vérité sur les informations qu'il reçoit, et je fais confiance à 4chan pour le faire en raison de notre historique de divulgation d'informations légitimes face à la dissimulation des médias de masse. Je suis chauffeur/agent de sécurité professionnel pour un cercle de personnes très riches depuis près de 8 ans. J'ai commencé par travailler comme portier dans un club privé pour gentlemen en dehors de la région de Washington. Grâce à ce travail, j'ai été présenté à certains responsables du recrutement de Jeffrey Epstein. Comme j'avais de l'expérience en tant que chauffeur de taxi et videur et que je fermais toujours les yeux sur la drogue et la prostitution, mes employeurs du club ont pensé que je serais parfait pour travailler les week-ends pour M. Epstein. Au début, je ne faisais pas grand-chose, en tout cas, rien d'important. Je faisais surtout des courses et tout ce que mon responsable, qui rendait compte directement à M. Epstein, me demandait de faire. Par exemple, si le jardinier se faisait porter malade un jour, c'était moi qui tondais la pelouse à sa place. J'étais un assistant général polyvalent. Inévitablement, je croisais M. Epstein de temps à autre, et il était toujours très aimable et enthousiaste. J'avais entendu parler de son procès initial, des rumeurs et de tout le reste. Mais le simple fait de rencontrer cet homme m'a donné l'impression que tout cela n'était qu'un mensonge, car il semblait si gentil et sincère. Je pensais qu'il était vraiment un homme d'affaires brillant, à l'image de Bruce Wayne ou Tony Stark. Et je pense qu'au final, c'est ainsi qu'il voulait que nous le voyions tous. Son complexe de Dieu était, pour le moins, très développé. Finalement, on m'a confié des tâches plus importantes. Je pense que j'ai acquis une bonne réputation parce qu'un jour, j'ai nettoyé l'une des chambres de M. Epstein. À ma grande consternation, il y avait un mélange d'excréments et de sperme sur les draps. J'ai géré la situation de manière professionnelle et je n'ai rien dit. Je savais alors que quelqu'un surveillait toujours. Il y avait des caméras dans presque toutes les pièces, sauf dans le bureau privé et la chambre à coucher habituelle de M. Epstein. Il avait plusieurs chambres, mais l'une d'elles était sa préférée, je suppose, sa chambre principale. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais mon responsable m'a quand même remercié pour ma discrétion. Un jour, on m'a demandé d'aller chercher une masseuse à la gare routière. Je ne lui ai pas demandé son âge. Je savais bien que je n'aurais pas dû, mais elle ne pouvait pas avoir plus que moi. J'ai eu un très mauvais pressentiment, car à ce stade, nier les goûts de M. Epstein aurait été presque irrationnel. J'ai toutefois fait mon travail. Je l'ai conduite chez lui. Et, quelques heures plus tard, je l'ai ramenée à l'arrêt de bus. Elle pleurait, et je ne lui ai pas parlé de ça. Quelques semaines plus tard, j'ai recommencé. Maintenant, mon manager me dit que M. Epstein aimerait que je m'occupe de tous ses allers-retours. Ils appellent ça « cutie doody ». Mais il n'y avait pas que des filles. Je récupérais aussi de la drogue et d'autres colis divers, dont je ne connaissais généralement pas le contenu. Mais en ce qui me concernait, moins j'en savais, mieux c'était. J'étais très bien payé pour le travail que je faisais. Chaque jour, je passais 3
voire 4 heures à faire tout ce qui pouvait être considéré comme du travail. La plupart du temps, je restais assis dans ma voiture à parcourir 4 champs sur mon téléphone ou à l'intérieur, faisant semblant d'être riche et que c'était ma maison. Pour cela, je gagnais 75 000 $ par an, plus que je n'aurais jamais osé espérer gagner dans toute ma vie. Lorsque j'ai pris en charge la plupart des trajets, mon salaire est passé à chaque fois que mon travail devenait plus illégal. L'argent devenait plus intéressant. C'est sa tactique. Il sait que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour le bon prix. Je veux juste que les gens le sachent, je suppose. Appelez cela une confession publique, car je suis coupable. Je suppose que je m'en fiche un peu, car je vais mourir. J'ai fait des choses que je ne peux pas me pardonner, et je pense qu'ils finiront par me tuer de toute façon. Je vais le faire à ma façon. Quoi qu'il en soit, M. Epstein est très rusé. Il vous paie beaucoup, mais pas assez pour les saloperies que vous devez faire. Et il essaie de trouver le montant minimum qu'il peut payer pour que vous continuiez à le faire. Pour moi, honteusement, c'était environ 150 000 $. Je suis resté en service pendant environ 4 mois. Puis, M. Epstein a pris une triple largeur et m'a prêté à une autre famille, les Romney. Maintenant, gardez à l'esprit que je n'ai jamais rencontré Mitch Romney et je ne pense même pas avoir travaillé pour lui. Je travaillais simplement pour la famille. Je rendais compte à un responsable des ressources humaines, comme d'habitude. J'étais chargé de conduire un jeune homme nommé Cole partout où il voulait. Cole avait probablement 22 ans et son permis avait déjà été suspendu pour conduite en état d'ivresse. Il vivait dans une immense maison perdue, au milieu de nulle part, près de Boulder, dans le Colorado. C'était magnifique. Si j'avais pu y rester pour toujours, je l'aurais fait. Je pense que c'était une maison de vacances, un manoir, qui appartenait à ses parents. Mais je m'égare. Chaque week-end, nous allions en ville. Il se saoulait à mort, trouvait une femme ou une prostituée, et je nous ramenais tous à la maison. Cole était un vrai connard. Si vous vous souvenez de Scumbag Steve, imaginez que les parents de Steve soient multimillionnaires, voire milliardaires, et vous comprendrez. Donc, le dimanche matin, après une nuit de samedi typique, je me présente au travail à 8 heures pile, sachant très bien que Cole ne sortira pas du lit avant au moins 15 heures. Le voilà qui arrive en boitant dans l'allée, en chaussettes, vers ma voiture. Il m'envoie généralement un SMS quand il se lève et j'entre pour commencer à nettoyer ses dégâts. Pas de SMS aujourd'hui. Il s'approche de la voiture alors que je descends. Il me dit « Salut mon pote, on a un problème, mais ce n'est pas grave. » Ok, quoi? Voyons voir. On entre dans la maison et on monte dans sa chambre. La fille qu'il avait ramenée la veille est allongée sur le dos, la bouche ouverte, remplie de vomi. Elle est sans aucun doute morte. D'après ce que je peux voir, elle a fait une overdose avec la combinaison de médicaments sur ordonnance qu'il prenait, s'est évanouie, a vomi, puis s'est étouffée avec son propre vomi. Je suis complètement paniqué. Je sors mon téléphone et compose le 911. Cole me le fait lâcher et me dit d'attendre. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'ennui parce que ça ferait mauvaise impression pour sa famille. Je lui ai répondu « Cole, tu as déjà eu des problèmes. » Il m'a répondu qu'il le savait, mais pas ce genre de problème. Il m'a dit que j'aurais une grosse prime si je m'occupais moi-même de la situation. Je me trouve maintenant au milieu de nulle part. Et depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler dans ce milieu, on m'a fait comprendre que si je faisais une erreur, je risquais de subir de graves conséquences. Je sais que ce que j'ai fait ici était mal. Je sais, et j'en suis vraiment désolé. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a répondu « Attends ». Il a sorti un autre téléphone d'un tiroir et a commencé à passer des appels. Au bout de quelques minutes, j'attendais dans le couloir.
Il faisait tranquillement les 100 pas autour du cadavre. Il m'a donné les coordonnées GPS d'un petit endroit situé près de la route 111, dans les montagnes. Je suis censé l'envelopper, l'emmener là-bas et la déposer. Il m'a dit que des gars l'attendraient là-bas pour la prendre. C'est un long trajet en voiture, et je n'ai vraiment pas envie de le faire. Je l'enveloppe dans sa couette. Il m'arrête. « Mec, dit-il, mec, pas cette couverture. C'est la couverture la plus douce au monde, mec. Pas question. » Et il me donne une autre couverture qui se trouve dans le placard. Cole était un vrai gentleman. Il a un F-150 sur sa propriété qu'il utilise pour ses travaux d'aménagement paysager. Je mets son corps dans le coffre avec une bâche dessus, puis je remplis le reste du coffre avec du matériel d'aménagement paysager, de l'engrais, des outils, etc. J'essaie de rendre le tout aussi naturel et banal que possible. Je suis mort de peur. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire ça. Mais il me promet que si je me fais prendre, j'aurai le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Et je le crois. Elle est déjà morte de toute façon, et il est peu probable qu'il ait de réels problèmes juridiques. Juste une mauvaise presse. Alors quelle différence cela fait-il? Pendant tout le trajet, je transpire à travers mes vêtements. Je dois m'arrêter 2 fois pour vomir. Quand j'arrive, il y a un petit coin où je peux me garer, pour m'assurer qu'il s'agit bien d'un gros SUV noir et d'une Jeep équipée de pneus tout-terrain. Je ne vais pas supposer que ce sont les pompes funèbres. Alors je m'arrête, je sors et je m'approche du SUV. La vitre s'abaisse et je vois une femme d'une 50aine d'années et un gros type au volant. Je ne sais pas quoi dire, alors je me contente de demander « Qui ? Comment ça va ?» Je me sens complètement idiot. Elle passe un coup de fil et décrit mon apparence à son interlocuteur. Puis elle raccroche et me dit « C'est nous que vous cherchez. Est-ce que c'est sous toutes ces affaires dans le coffre ?» Je réponds « Oui. Avez-vous besoin d'aide ?» Elle répond « Non. » Faites une pause. Je m'éloigne donc un peu dans les arbres et fume une cigarette ou deux. Ils l'ont sortie et l'ont mise dans la Jeep en 5 minutes environ. La femme me dit de conduire, d'attendre 15 minutes avant de partir. Puis, ils sortent et s'en vont. La Jeep s'enfonce dans les bois. J'attends environ 7 minutes et je pars. Plus tard, je reçois un SMS me disant de ne plus jamais partir en avance. Il provenait d'un numéro masqué. Quand je suis rentré à la maison, Cole était assise à la table de la cuisine, en train de manger un énorme bol de Fruit Loops avec une grande cuillère, tout en regardant Love and Hip Hop. Cet homme est comme un enfant, et il ne s'est même pas encore habillé. Il me demande de laver sa couverture et ses draps. Je le fais. Nous avons beaucoup bu cette nuit-là, et Cole me dit que cela s'est déjà produit 2 fois auparavant, et que tout s'est toujours bien passé. Il dit qu'il est comme Scarface et tout ça. Je le déteste. Les quelques mois restants se passent sans incident, et il récupère son permis, me libérant enfin. Monsieur Epstein n'a plus besoin de moi à ce moment-là, mais je suis recommandé comme chauffeur fiable au gros bonnet de Def Jam Records, qui m'ont assigné à l'équipe de Rihanna pendant qu'elle faisait la promotion de Talk That Talk, son 6e et dernier album à l'époque. Je n'ai jamais rencontré Madame Rihanna en personne, juste de passage de temps en temps, mais j'ai trouvé que ce travail me convenait beaucoup mieux que les autres. Je conduisais une camionnette remplie de matériel promotionnel de ville en ville pendant qu'elle était en tournée. À plusieurs reprises, on m'a envoyé chercher de la molly et on m'a appris à utiliser des bandelettes réactives pour tester la pureté. Si elle n'était pas pure, j'étais censé m'en aller, mais elle était toujours pure. Il existe des cercles au sein des cercles de relations. Je pense qu'il existe toute une économie parallèle réservée aux riches et célèbres pour qu'ils puissent s'adonner collectivement à leur plaisir. Une chose que j'ai apprise à propos de Rihanna, c'est qu'elle aime aussi les jeunes femmes. J'ai été envoyé chercher 2 jeunes filles pour les amener à sa chambre d'hôtel.
Bien sûr, j'ai été accueilli devant la porte par quelqu'un de plus important que moi. Cela m'a semblé étrange car, d'après ce que je comprends, Rihanna n'est pas milliardaire comme Epstein, mais elle était encore plus isolée et protégée que lui. Je suis sûr que cela tient en grande partie à des choix personnels en matière de sécurité, mais j'ai l'impression que dans ce monde, l'influence et l'argent, qui avaient le même pouvoir chez Rihanna, en particulier en 2011/2012, étaient très influents. Il me suffisait de mentionner son nom pour que les filles montent dans la voiture. Tout simplement. Le moment le plus marquant de mon travail chez Def Jam a été la fête organisée par Rihanna pour célébrer la fin de sa tournée. Tout le monde était là. Je veux dire, toutes les pop stars étaient là. Les Jonas Brothers, Lady Gaga, Justin Bieber, et même quelques vieux briscards comme Elton John et quelques acteurs. J'ai remarqué John Travolta, bien sûr, Seth Rogen, Emma Stone, Bradley Cooper, pour n'en citer que quelques-uns. Pour cette fête, j'étais bien sûr chargé de trouver des animations. Ils voulaient que je trouve des jeunes, autant que possible. En apparence, ils étaient engagés pour être serveurs, voituriers, etc. Mais mon plan était de leur changer leur programme une fois sur place, de leur donner de la drogue, de l'argent, tout ce dont ils avaient besoin pour faire ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire être des prostituées tous frais payés pour ceux qui le souhaitaient. Heureusement, cette partie-là ne m'incombait pas. Je ne suis que le salaud qui les a piégés pour qu'ils y aillent. J'ai ramassé 5 jeunes filles dans un centre commercial, 2 adolescents que j'ai trouvés en train de marcher le long de la route, puis j'ai contacté une agence d'escorte pour compléter le groupe et arriver à une douzaine. Celles de l'agence d'escorte n'étaient pas mineures et j'ai été sévèrement réprimandé pour cela. Mon manager m'a demandé si je voulais encore travailler. J'ai répondu oui. Il m'a dit alors d'agir comme si j'avais un peu de bon sens. Je n'ai plus refait cette erreur. Après la fin de la tournée, je suis resté seul pendant environ 1 mois. J'ai loué une maison près de Tulsa et je me suis isolé pendant tout ce temps. Je commençais à envisager de m'inscrire dans une école professionnelle ou quelque chose comme ça quand on m'a rappelé pour travailler à nouveau pour monsieur Epstein. À ce moment-là, j'avais développé une forte dépendance à la cocaïne, dont je ne suis sobre que depuis quelques mois à ce jour. J'avais besoin de quelque chose pour m'aider à le faire. La cocaïne vous rend insensible comme peu d'autres substances. Et croyez-moi, j'ai tout essayé. Il existe des produits chimiques de recherche dont personne n'a jamais entendu parler et qui sont échangés dans ces milieux. Quand je suis revenu travailler pour M. Epstein sur son île, je consommais une dose tous les jours, ou tous les 2 jours. Je buvais le soir, mais je devais rester concentré pendant la journée. Le coca m'a donné de l'énergie et l'alcool m'a aidé à me détendre. C'était la seule façon, mentalement, de vraiment faire face à ce qui se passait. J'ai été envoyé par avion sur cette île pour faire partie du personnel permanent. En gros, je vivais gratuitement sur cette île, tout en étant payé pour entretenir les terrains et les bâtiments. Quand M. Epstein était là, il apportait évidemment ses propres divertissements, donc je n'avais même pas à m'en occuper. Je me suis dit, ça a l'air d'être une affaire fantastique. Une île paradisiaque, un salaire génial, peu de travail, je suis partant. De tous mes péchés, je crois que la paresse est celui qui me fait le plus de mal. Je recherche toujours l'argent facile, et c'est pourquoi je suis courageux face à des gens comme lui. Tout d'abord, cette île est un véritable paradis sur Terre. La température y est toujours agréable. Les pluies sont d'une beauté à couper le souffle, et l'architecture et la décoration des maisons sont exquises. Oui, les bains publics sont vraiment effrayants. Les fausses portes sont là pour semer la confusion lors des surveillances aériennes, si quelqu'un se posait la question. Les autres membres du personnel régulier étaient difficiles à côtoyer. C'étaient tous des types bizarres, et je veux dire vraiment bizarres. Honnêtement, cela m'a fait réfléchir sur moi-même, sur le fait que je sois ici avec eux. Ils plaisantaient tous sur le fait de récupérer les restes de monsieur.
Epstein, et il parlait sans cesse du moment où M. Epstein reviendrait sur l'île. Lorsqu'il amenait des personnalités importantes, des dirigeants mondiaux, des PDG, etc., moi-même et la plupart des employés étions tenus à l'écart. Nous n'avions le droit de travailler dans une zone que si nous savions qu'elle était vide. Seuls ses employés les plus fidèles pouvaient se trouver dans le bâtiment avec lui et ses amis influents. Parfois, cependant, il n'y avait que la famille et l'ambiance était plus détendue. Un jour, je passais devant son bureau avec des poubelles et il m'a fait signe d'entrer. Il m'a demandé mon nom et je le lui ai donné. Il m'a proposé de m'asseoir. J'ai accepté. Dans ce métier, on ne va pas loin en disant non. Il a commencé à me parler. Il avait l'air très stressé. Il m'a demandé comment quelque chose qui fait du bien pouvait être mauvais. Il avait un grand tableau d'Oscar Wilde et le considérait comme son héros personnel. Il a commencé à m'expliquer l'hédonisme et m'a demandé si je comprenais. Bien sûr, ai-je répondu, qui n'aime pas s'amuser? Beaucoup de gens. Il m'a répondu, beaucoup de gens. Puis il m'a laissé vaquer à mes occupations. Un soir, j'ai vraiment merdé et je suis entré dans l'un des hangars d'entretien pour rendre des outils que j'avais utilisés. J'ai alors aperçu le dos pâle et en sueur d'un homme corpulent, penché en avant et en train de donner des coups de rein. Il avait un tatouage de Nixon dans le dos et portait un masque de tête de taureau. Il était en train de baiser la bouche d'un des employés réguliers. Il s'est tourné vers moi alors que je restais là, sous le choc, et m'a dit d'un ton assez agressif « Ça te dérange ?» Et j'ai claqué la porte. En fermant la porte, j'ai aperçu le visage de mon collègue et il pleurait. J'ai cherché « tatouage Nixon dans le dos » sur Google plus tard et j'ai réalisé que cet homme était Roger Stone, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'alors. Je savais que j'étais dans la merde. Le lendemain, et pendant les 2 semaines qui ont suivi, j'ai eu toutes les pires tâches. Ramasser les ordures, nettoyer les toilettes, récurer ses bateaux, c'était vraiment nul. Mais je n'ai rien dit. D'après ce que j'avais compris, mon salaire n'avait pas été réduit, alors tant pis. Je ferai les tâches merdiques où je suis seul, parce qu'au moins, je suis seul. Cela me convenait. À partir de ce moment-là, l'atmosphère est devenue très tendue sur l'île. Les gens ont commencé à me faire des remarques, me traitant de fouineur ou me disant de m'occuper de mes affaires. J'ai commencé à craindre d'être considéré comme un fauteur de troubles, ce que personne ne souhaite. Dans ce milieu, les choses changent très vite. C'est ainsi qu'ils ont réussi à étouffer l'affaire pendant si longtemps. La moindre petite erreur et vous êtes viré. La plupart des gens sont licenciés avec des accords de confidentialité et la certitude qu'ils seront surveillés pour le reste de leur vie, ce qui, en fin de compte, est aussi la façon dont je suis parti. Après la mort d'Epstein, ils m'ont laissé partir. Je suppose qu'ils se sont dit que, puisqu'il était mort, ce que je savais n'avait plus d'importance. Ils ont probablement raison, honnêtement. Cela n'aura probablement plus d'importance de toute façon. Mais le reste de mon séjour sur cette île a été une véritable terreur. J'attendais juste d'être emmené, ou pire. Cela ne s'est jamais produit, mais j'avais quand même très peur. J'ai vu quelques-unes de leurs étranges pièces de théâtre qu'ils jouaient autour des bains publics. Monsieur Epstein avait une petite scène portable. Il s'installait, enfilait la tête de taureau que j'avais vue sur Stone et prononçait un grand discours sur ce qu'il appelait la liberté. Il disait que cette île était le seul endroit libre au monde où chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Foutaise. Pas vos employés, pas les enfants que vous amenez ici. Des foutaises totales. Tout le monde applaudissait. Ils se levaient et faisaient une conga avec des torches tiki. Des trucs vraiment ringards de vieux riches. Puis ils allaient au bain public.
il y a une trappe dans le sol qui n'apparaît sur aucune des photos d'enquête que j'ai vues, qui mène à ce qu'ils appellent la chambre, et qui est en fait un donjon de bondage. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans, et je ne veux pas le savoir. Je restais aussi loin que possible de ces bains publics. Je veux dire, grand en largeur. C'est un homme costaud. À propos, dans la remise, il occupait pratiquement toute la largeur de la porte. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par regagner en grande partie ma réputation et j'ai recommencé à travailler dans les maisons principales. Une fois, j'aidais dans la cuisine. Je ne sais pas si le chef se moquait de moi. J'espère que oui. Mais il était en train de séparer ce qui me semblait être le torse d'un très jeune cochon à peau. Il avait été rôti et il le coupait en quartiers. Les côtes devaient être servies ce soir-là et le reste serait utilisé pour des soupes et des ragoûts. J'ai dit en plaisantant qu'il ressemblait à un petit enfant. Il m'a juste lancé un regard noir pendant une seconde et m'a dit de faire attention. J'ai travaillé sur cette île pendant environ 1 an. De 2013 à 2014, M. Epstein m'a choisi, ainsi que 2 autres employés de confiance de l'île, pour l'accompagner dans une retraite hivernale dans les Alpes suisses. Il possédait là-bas une petite cabane, petite pour un milliardaire, bien sûr, ou plutôt un manoir, et voulait des personnes en qui il avait confiance, car la plupart du personnel était recruté localement. Notre travail consistait officiellement à aider à gérer tous les employés, comme des superviseurs, en gros. Mais notre tâche tacite consistait à garder tout le monde dans l'ignorance ou le silence. M. Epstein avait un véritable penchant pour les jeunes blondes suisses bien en chair, et les Suisses, comme il l'expliquait, ont une conception très progressiste de l'âge du consentement. Il considérait cela comme une façon plus détendue de faire ce qu'il fait, plus décontractée. Je pense qu'une partie du plaisir pour ces personnes réside dans le fait que c'est illégal et qu'elles pourraient avoir de gros ennuis. Quand ils se rendent dans des endroits où l'idée qu'un homme plus âgé ait des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans est mieux acceptée, c'est pour faire une pause, en quelque sorte. Les Alpes, elles-mêmes. Waouh! Je veux dire, waouh! J'ai parcouru tous les États-Unis et rien dans ce pays n'est comparable à l'Europe en termes de beauté pure. Parfois, tôt le matin, quand je sortais de ma cabane et que je m'étirais, en regardant les arbres, en respirant l'air frais et pur, pendant 1 minute, j'oubliais ce que j'avais fait et ce que je faisais. Quand cela me revenait, je devais retenir mes larmes. Je veux que ces montagnes soient la dernière chose à laquelle je pense avant de mourir. Je n'étais donc pas là depuis 3 jours alors que moi et les 2 autres gars de l'île étions en train de sniffer de la coke avec un couteau à beurre dans le garage du bas. Un garçon, peut-être 14 ans, maigre, blond, pâle et nu, est entré par la porte et s'est dirigé droit vers nous. Il parle français, mais je crois avoir compris l'essentiel de ce qu'il disait. Il demandait de l'aide. Il avait l'air hystérique. Immédiatement, mes 2 amis ont pris la fuite et je n'aurais pas dû être loin derrière eux. Je lui ai dit « Calme-toi, calme-toi, tout va bien, je vais t'aider. » Je voulais juste qu'il se sente mieux. Tout cela a pris environ 30 minutes avant qu'une des nounous n'arrive. Il l'a regardée, perplexe, et j'ai compris qu'il essayait de déterminer si elle était digne de confiance. Elle ne l'était pas. Elle lui a fait signe de se taire, a mis sa veste sur lui et lui a pris la main. Elle parlait français, elle aussi, et on aurait dit une mère consolant un enfant effrayé. Elle l'a ramené dans la maison. Je ne l'ai plus revu. Je n'en ai jamais parlé à personne, et personne ne m'en a jamais parlé. Au cours de mes 2 dernières semaines là-bas, j'ai été témoin du meurtre d'un journaliste indépendant. Je ne pense pas qu'il était réellement journaliste. Je pense qu'il avait peut-être un blog ou une chaîne YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de lui et je ne connais pas son nom, donc je ne pense pas qu'il avait de véritables relations. Il était l'un des employés locaux, un plongeur, mais on l'avait vu avec un téléphone portable, dehors,
peut-être en train d'enregistrer quelque chose. On m'a demandé, ainsi qu'aux 2 autres personnes de l'île, d'aller vérifier. On est donc allé chercher le gars et on lui a demandé de vider ses poches. Comme prévu, il avait un téléphone. On lui a dit de le déverrouiller. Il a refusé. L'un des autres gars a passé un coup de fil, est revenu et lui a donné un coup de poing en plein dans le nez. Je pense qu'il lui a cassé le nez, car il saignait abondamment et le gars s'est mis à hurler. Je ne pense pas qu'il ait déjà été frappé auparavant, mais moi et l'autre gars l'avons maintenu au sol. Et puis merde, je vais donner leur nom. C'était Daniel Robinson, du sud de la Floride, et Marcus Harper, du Nevada. Marcus et moi le maintenions au sol, et Daniel lui a donné un autre coup de poing et lui a dit de déverrouiller son téléphone. Cette fois, il a obéi, et bien sûr, il y avait des photos et des vidéos de l'intérieur de la maison. Nous savions qu'il n'avait rien envoyé à l'extérieur, car seules les connexions filaires fonctionnaient là-bas. Je suppose qu'ils avaient des brouilleurs de signal ou quelque chose comme ça, ou peut-être était-ce simplement parce que l'endroit était très isolé. Je ne sais pas. Bref, Daniel a passé un autre coup de fil et nous a dit de l'emmener dehors dans les bois. Je pensais qu'on allait juste le menacer et lui faire signer un accord de confidentialité, mais Daniel a enlevé sa ceinture et l'a étranglé à mort. Nous avons dû mettre son corps dans une dépendance, parce que le sol était gelé. Nous l'avons passé dans une déchiqueteuse à bois, puis nous avons tout brûlé pour le réduire en cendres. Il restait des morceaux d'os calcinés lorsque j'ai tout balayé dans un sac poubelle et que je l'ai jeté avec les ordures ménagères. C'est cela, plus que toute autre chose, qui me rend le plus coupable. Après ça, si je n'étais pas déjà dedans, j'y étais définitivement maintenant. Moi, Marcus et Daniel. Les 3 putains de crétins venus tout droit de l'enfer. Daniel avait été dans l'armée, et je pense qu'il avait quelques cases en moins, car il avait toujours mauvais caractère. Il est devenu celui à qui on confiait les sales boulots. J'ai commencé à travailler pour M. Epstein juste après ça. Il me confiait parfois, quand il était très défoncé, que rien ne le rendait vraiment heureux. Il m'a dit une fois qu'il ne s'était pas senti heureux depuis des années. J'aurais aimé avoir le courage de lui dire que la vie qu'il menait ne faisait que le détruire. Pendant un bref instant, j'ai ressenti de l'empathie pour cet homme. Mais je pense que cela faisait aussi partie de son jeu. Je ne pense pas qu'il ait jamais éprouvé un seul sentiment sincère dans sa vie, à part la gratitude sexuelle. Il ne m'a jamais parlé de ce journaliste. C'était comme si cela ne s'était jamais produit, mais nous savions tous les deux que c'était la raison pour laquelle je travaillais désormais directement pour lui. Écoutez, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais aller acheter une bouteille avant que tous les magasins ne ferment.